Bienvenue sur votre podcast, la chaîne podcast du premier magazine qui influence positivement ta vie, Postemag. Actu, débat, témoignages, psycho, lifestyle, voyage, santé. Installe-toi confortablement, prends un thé, c'est ton moment. Rejoins cette fabuleuse communauté et abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Hello la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec Stéphanie pour parler de la place des enfants sur les réseaux sociaux. Hello Stéphanie, tu vas bien ? Salut, ouais, moi ça va très bien, merci, et toi ? Bah écoute, cool. J'ai hâte qu'on parle de ce sujet qui est hyper important et je pense qu'on a pas mal de choses à dire. Alors on va commencer en prenant un peu un cas concret. En ce moment, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal d'influenceurs ou créateurs de contenu. En tête, je vais avoir Poupette Kenza, Jazz, pas mal d'influenceurs de télé-réalité d'ailleurs qui exposent d'eux-mêmes leurs enfants sur les réseaux sociaux. Certains enfants ont même des comptes Instagram. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette nouvelle tendance ? Alors, je t'avoue que moi, les influenceurs, je les suis pas trop. J'en entends parler beaucoup parce que forcément, il y a toujours des petites histoires, des petites anecdotes qui ressortent sur Internet. Donc, on tombe dessus, on lit un article, on voit ce qui se passe. Je pense que les influenceurs, de toute façon, sont déjà hyper exposés dans leur vie privée. Volontairement, ils le font, hein, c'est leur métier, c'est ce qu'ils ont envie de faire. Après, le fait qu'ils aient envie d'exposer leurs enfants, personnellement, je pense que si ça fait partie de leur business plan et que c'est ce qu'ils ont envie de faire, grand bien leur face. Maintenant, moi, je trouve ça un peu embêtant pour l'enfant parce qu'en grandissant, il pourrait ne pas avoir envie de suivre la voie de ses parents. Donc voilà, mais après, encore une fois, c'est une question d'éducation. S'ils éduquent leurs enfants dans ce sens-là, peut-être que leurs enfants, ça leur paraîtra tellement naturel, ce sera leur normalité. Et ils n'auront pas cette gêne à avoir leur vie privée exposée avec celle de leurs parents, en fait. Maintenant, je pense qu'il y a aussi une différence à faire entre influenceurs de télé-réalité, parce qu'on en voit beaucoup, et les autres, ce qu'on appelle aussi influenceurs. Moi, j'aime pas trop les appeler influenceurs. Je préférerais les appeler des blogueurs. Tu vois, c'est un mot à l'ancienne qu'on n'utilise plus trop. C'est vrai. Mais en vrai, il y a parce que je suis certaines personnes qui sont qualifiées d'influenceurs sur Instagram notamment. Et en vrai, pour moi, c'est pas des influenceurs parce que moi, ils m'influencent pas particulièrement dans une voie ou dans une autre. C'est juste que c'est des artistes qui vont mettre en avant leurs compétences et leur capacité à faire des choses qui sont très belles. Et du coup, c'est toujours un plaisir de suivre leur travail. Et c'est pas forcément... je pense pas qu'ils aient forcément une qualité d'influenceur. Mais du coup, pour moi, c'est plus des blogueurs qui vont vraiment mettre en avant ce qu'ils savent faire. Et puis pour nous, c'est super intéressant. C'est même apaisant des fois de regarder ce qu'ils font. On perd un petit peu de temps, mais voilà, on aime bien regarder leur travail, quoi. Ouais, moi je les appelle créateurs de contenu. Je trouve que ça leur va bien, tu vois. Parce C'est que, tu vois, les blogueurs, il y a toujours un peu ce truc où, à l'époque, on allait sur Skyblog et tout, donc ils avaient leur petit site, le petit Skyblog. Et les créateurs de contenu, ouais, c'est plus réseaux sociaux, où c'est vrai qu'ils ont quand même une forme de talent, parce qu'ils vont créer des stories, des reels, Bon, il y a des trucs que j'ai toujours pas compris, hein, même sur TikTok. Donc, du coup, je me dis, je suis encore aussi à l'ancienne sur ça. Et c'est vrai que tu as raison, je pense qu'il faut différencier bien les influenceurs, surtout issus de télé-réalité, et ces créateurs de contenu-là qui suivent aussi un petit peu le pas de raconter leur vie, dont parfois celle de leurs enfants. Et effectivement, c'est pas pareil. Moi, je pense que voilà, je suis un peu d'accord avec toi sur le côté influenceur, où je me dis, bon, peut-être que quand t'es influenceur et que t'as une certaine notoriété, t'as peut-être la possibilité aussi de protéger ton enfant et de l'éloigner un petit peu du reste du monde. Donc, ton enfant, quand il va pas réellement à la crèche avec d'autres enfants ou dans des écoles classiques et publiques avec d'autres enfants, peut-être que déjà l'exposition, elle va avoir moins d'impact, en tout cas dans le quotidien de ton enfant, même si les impacts psychologiques, je pense, sont les mêmes pour tous les enfants.
mais c'est vrai que c'est un mode de vie et un business à part entière. Après, quand on passe sur les créateurs de contenu, dont c'est le métier aussi, c'est le gagne-pain, mais qui, du coup, ont une vie déjà un peu plus proche de la nôtre, les impacts peuvent être différents parce que ils ont peut-être pas la possibilité de s'éloigner du monde réel et d'éloigner leur enfant aussi du monde réel et des conséquences du monde réel. Mm. Ouais, je pense que c'est propre à chaque parent de décider de ce qu'ils font, hein. De toute façon, c'est pas quelque chose dont on peut être juge, nous, comme ça, parce qu'on connaît pas leur vie, on connaît pas leur quotidien. Et puis, je suppose qu'ils ont un rythme de vie différent du nôtre aussi. Et forcément, ils vont prendre des décisions en fonction de ça, tu vois. Et après, si vraiment les parents qui décident d'exposer leurs enfants sur les réseaux sociaux en les montrant, je pense que les principales choses auxquelles il faut faire vraiment attention, ça va être leur sécurité, à ne pas divulguer d'informations trop personnelles sur l'enfant, et surtout ne pas divulguer trop d'informations personnelles sur la famille aussi, parce que voilà, n'importe qui peut nous retrouver aujourd'hui, c'est hyper facile avec Internet, on retrouve assez facilement les informations de telle et telle personne, on peut très facilement les pister, savoir où ils aiment aller manger, où est-ce qu'ils font leurs courses, enfin voilà, les endroits où ils aiment aller, les cinémas, tout ça. C'est hyper dangereux, donc juste les parents, je pense qu'il faut qu'ils fassent attention à ça s'ils s'engagent sur cette voie. Et puis il y a aussi le fait quand ton enfant il grandit, de lui expliquer ce que c'est les réseaux sociaux et de lui expliquer pourquoi tu fais ça. Et puis, une fois que l'enfant est en âge de comprendre, donc assez jeune, hein, parce que je pense que déjà vers 5-6 ans, je pense que l'enfant peut déjà comprendre un petit peu ce que c'est, lui demander est-ce que soit ça te dérange, est-ce que ça te gêne, est-ce que tu as envie de continuer de faire ça avec papa et maman, ou est-ce que tu préférerais qu'on arrête et que ce soit que papa et maman qui soient sur les réseaux, par exemple. Je pense ce serait une bonne démarche, parce que voilà, quand le bébé est petit, bon bah voilà, quand ton enfant est petit, forcément tu vas décider pour lui. Mais j'ai toujours mis en avant, moi, dans ma relation avec mon fils, le fait qu'on communique, qu'on partage et que je prenne toujours en compte ce qu'il ressent et ce dont il a envie ou pas, en fait. Mm. Oui, il y a la notion de... Finalement, il y a la notion de consentement qui doit arriver Mm. assez tôt quand même, parce que ça reste l'image de l'enfant. On est responsable de son enfant, mais on n'est pas propriétaire de son enfant. Et c'est vrai que est-ce que lui, il veut que sa vie soit étalée, pardon, sur les réseaux sociaux? Est-ce que demain, il assumera de voir sa vie déballée comme ça? Parce que ça reste, hein, même si aujourd'hui, il y a des assurances qui promettent... en fait voilà, nettoyer la réputation de l'assuré, du coup, si vous souscrivez à ce type d'assurance. Malgré tout, Internet gardera des traces, même si on vous dit que c'est possible, il restera toujours une petite trace quelque part, et donc c'est vrai que demander le consentement de son enfant avant de l'exposer, c'est toujours mieux. Surtout quand il est en âge de comprendre. Et je pense que oui, 5-6 ans, à 6 ans, un enfant, il est capable de dire bah non, je veux pas être filmé. Et je pense que le consentement, il faut le demander, mais en toute transparence. Moi, je me souviens, du coup, j'étais tombée sur une story. Et donc la maman expliquait qui surexposait sa fille, enfin surexposait selon moi sa fille, expliquait que sa fille était d'accord pour être exposée ainsi. Et donc du coup elle postait une vidéo où elle discutait avec sa fille et lui disait bah oui, écoute, est-ce que tu veux toujours faire des photos avec maman, est-ce que tu veux faire des vidéos avec maman? Donc la petite, elle dit oui. Je trouve que voilà, les questions, elles n'étaient pas éclairées, même si la petite, elle est quand même jeune. Je pense qu'il faut quand même lui donner des clés avec un langage adapté pour lui expliquer un petit peu plus les conséquences, en fait, lui expliquer que Ouais, je suis d'accord voilà, avec toi. Ouais, c'est quand même posté sur Internet, il y a des gens qui vont te voir. c'est euh, ça. Parce que là, pour moi, c'était un petit peu se dédouaner et un petit peu rassurer ses followers. Mais vis-à-vis de la petite, je pense qu'elle n'a pas pris conscience que le consentement que sa mère lui a demandé
était aussi large parce que finalement je pense que enfin beaucoup d'enfants diraient oui maman je veux faire des photos avec toi, oui maman je veux faire Bien des vidéos sûr. avec toi, mais T'as pour envie une de t'amuser avec ta exploitation. maman, c'est normal. Exactement. Mais l'exploitation, je pense que c'est plus pour une exploitation familiale que pour être mise sur les réseaux sociaux. Donc, c'est vrai que toi, je sais pas comment t'as essayé de trouver les mots justes pour en discuter avec ton fils, ou dès le départ, toi, tu savais que t'allais pas du tout le mettre, donc pas besoin de son consentement. Alors, moi, au tout début, quand il était tout petit, tout bébé, par exemple sur Facebook, parce que il y a 10 ans, c'était sur Facebook. Mais du coup, sur Facebook, j'avais peut-être mis, j'ai peut-être dû mettre une dizaine de photos de lui, mais c'est parce que je savais que les gens qui me suivaient sur mon compte étaient uniquement des gens que je connaissais, de la famille, des amis proches, ou même des personnes en qui j'avais confiance. Qui je savais n'allait pas utiliser bah voilà les photos de mon enfant à mauvais escient et forcément j'avais pas cette crainte en fait, j'avais pas cette crainte que quelqu'un vienne le pister tout ça, et puis je montrais absolument rien de personnel, c'était juste des photos très simples, et j'avais vraiment restreint mon compte Facebook pour que les gens ne me retrouvent pas comme ça en un claquement de doigts ou en une recherche sur internet. Et puis quand il a commencé à grandir, même quand, en fait, quand il avait genre même pas un an et demi, des amis à moi qui ont commencé à me dire ah mais il est trop beau, vas-y mets-le sur les réseaux, fais-lui un compte Instagram. Instagram c'était un peu nouveau à l'époque. Et puis il y en a beaucoup aussi qui m'ont dit bah oui mais il pourrait être en agence, il pourrait faire des pubs. Alors moi je trouvais ça très mignon, hein. J'adore qu'on me dise que mon fils est beau, hein. C'est merveilleux, moi aussi je le trouve très beau. Mais du coup voilà, du coup, j'étais pas trop à l'aise avec cette idée-là parce que pour moi, j'avais envie. Enfin, j'ai peut-être une vision biaisée parce que moi-même, je suis actrice et comédienne, donc je sais ce qu'on demande de la part d'un comédien, je sais ce qu'on attend d'un artiste, et c'est pas forcément une vie que je veux pour mon fils, c'est la voie que moi j'ai choisie. J'ai pas forcément envie qu'il suive mes traces, j'ai plus envie qu'il s'épanouisse dans ce que lui il aime. Et c'est vrai que je me suis posé la question. Et je me suis dit, non, franchement, s'il a envie de faire de la pub, de toute façon, il va pas devenir moche, hein, clairement. Donc, s'il a envie de Ouais. faire de la pub, voilà, plus tard, quand il grandira et quand il comprendra ça, pourquoi pas. En attendant, je voyais pas l'intérêt. En fait, on me parlait beaucoup de, ouais, mais tu pourrais lui faire de l'argent pour ses études et tout. Et en fait, comme moi, je suis quelqu'un qui gère très bien ses finances, j'ai pas ressenti ce besoin financier derrière. Et je sais pas, j'ai pas eu envie de me faire de l'argent avec ça. Et donc voilà, donc non, j'ai finalement pas fait de compte, je l'ai pas inscrit sur un réseau social, et puis je l'ai pas inscrit non plus en agence. Et quand il a vraiment grandi, je crois qu'il avait 5 ans la première fois qu'on en a parlé. Et je lui ai demandé, voilà, parce qu'il me voyait moi faire des vidéos, il me voyait travailler et tout, et il me disait mais du coup qu'est-ce que tu fais? Donc je lui ai expliqué mon métier. Et je lui disais, bah, si ça te fait plaisir, si tu as envie, tu peux essayer. Tu vois, tu as envie de faire une vidéo, on essaye. Et donc au début, ça le faisait marrer de faire des petites photos, des petites vidéos, même si je les postais absolument pas, c'était pour nous. Mhm. Et puis au bout d'un moment, je lui ai dit, mais si ça t'intéresse, tu sais que tu peux faire des pubs, tu peux même jouer dans des films, dans des séries télévisées, voilà, tu peux même faire du théâtre. Et peut-être qu'on pourrait te trouver une agence. Et du coup, il y a réfléchi. Et puis finalement, il a eu envie. Donc, je lui ai trouvé une agence, je crois qu'il avait 6 ou 7 ans, je me souviens plus trop. Mhm. Et voilà, les castings, ça l'amusait beaucoup. Il y allait, les directeurs de casting étaient ravis parce que c'était un enfant qui était vraiment hyper joyeux. Quand il arrivait au casting, il connaissait son texte, donc ça fait toujours plaisir. Il regardait Mhm. pas ses pieds. Donc tu vois, voilà, il avait beaucoup d'aisance. Et puis l'année dernière, il m'a dit, oh non, finalement, franchement, c'était bien pour un temps. Et puis maintenant, j'ai plus envie. De passer des castings, ça m'intéresse plus. Par contre, j'aimerais bien avoir un compte Instagram. Ah, le Voilà. fameux compte. C'est ça. Et donc du coup, je lui ai dit, ok, mais tu veux un compte Instagram pour faire quoi? Et en fait, j'ai vraiment eu l'impression qu'il avait envie d'avoir un compte Instagram parce que j'en avais un, parce que tout le monde autour de lui en a un.
Mhm. Et puis pas forcément les copains, hein, les tatas, les tontons, tout ça. Et puis finalement, je lui ai dit, on en a un petit peu parlé, et puis il me disait qu'en gros, il voulait faire un peu, créer du contenu un petit peu, comme certains enfants peuvent le faire sur les réseaux, où ils vont faire des petites vidéos marrantes, ils vont montrer de quoi ils sont capables, que ce soit en musique, en dessin, voilà. Et puis, en fait, ça a été une décision parentale. Donc, on en a Mhm. parlé avec son père et on a décidé que c'était peut-être encore un peu trop tôt, dans le sens où, bah là, aujourd'hui, il a 10 ans et c'est vrai que il commence tout juste à se connaître lui-même et à développer qui il est en tant que, on va dire, grand enfant et préadolescent. Et on n'avait pas envie que les réseaux viennent l'influencer dans ce sens. On Mhm. n'avait pas envie qu'il construise sa personnalité et son identité autour des réseaux. Et du coup, on a préféré lui dire, écoute, on va attendre encore un petit peu. On est d'accord pour que tu aies un compte Instagram, mais pas tout de suite. Mhm. Voilà, donc c'était pas un non ferme, mais c'était plus un attends parce que on a vraiment envie que tu te lances au bon moment dans les réseaux pour que ça ne définisse pas entièrement la personne que tu es. Parce Mhm. que on peut très vite tomber là-dedans et les jeunes sont vraiment très très comment dire, ils ont Influençable. cette voilà, ils sont sensibles et ils ont cette faiblesse qu'ils ne comprennent pas eux-mêmes. Et à 10 11 ans, on n'a pas encore conscience de tous les risques qu'on prend quand on se lance là-dedans et quand on devient une personnalité publique et une Mhm. figure publique. Et c'est aux parents de protéger en fait. Et comment il l'a vécu du coup? Alors nous, notre fils, ça va en fait, il a très bien réagi. Mais ça, c'est parce que, alors, comme je l'ai dit en fait, en fait, nous, on a construit une relation euh, de base qui est vraiment, comment dire, en fait, notre relation avec notre fils, elle est vraiment basée sur de la communication, de la transparence et de la confiance. Donc, du coup, ça fait qu'à chaque fois que mon fils vient me demander quelque chose, il sait que si je lui dis non, c'est pas un non parce que juste j'ai pas envie, c'est qu'il y a une vraie raison derrière. J'ai toujours expliqué pourquoi je disais non à certaines choses. Et en fait, il a toujours compris à la fin pourquoi le non, pourquoi on en est arrivé à non en fait. Mhm. Ouais. Tu vois, donc il s'est jamais senti contraint dans une décision et il a jamais senti que c'était unilatéral. C'est-à-dire Mhm. que il a toujours compris que c'était pour son bien, il a toujours compris que c'était pour que c'était pas forcément tout pour tout de suite, qu'il fallait savoir aussi être patient. Et du coup, quand on en a parlé avec lui, bah, il a compris. Et puis, ouais, non, il a complètement accepté l'idée. Pour lui, il s'est dit, ok, bah, c'est vrai que je connais pas tous les réseaux sociaux, c'est vrai que je commence tout juste, et c'est un outil qui, voilà, je suis curieux, ça me donne envie. Mais si toi et papa, vous me dites que pour l'instant c'est trop tôt, bah, c'est pas grave, je vais attendre un petit peu. Mm, mm, mm. Ouais, d'où l'importance de vachement communiquer avec ses enfants et puis de leur expliquer aussi, parce que je pense qu'ils sont quand même, ils ont quand même la faculté de réfléchir, de comprendre, Mm. et c'est bien d'avoir eu un peu cette discussion. Moi, c'est vrai que je suis tombée des nues il y a pas si longtemps. Il y a quoi? Ouais, il y a un an, parce que j'ai un petit neveu de 9 ans, donc il avait 8 ans à l'époque. Et donc, il suit non, des youtubeurs enfants. Alors, je savais pas que ça Mm. existait. Oh, ouais. Donc, j'ai appris qu'il y avait des youtubeurs enfants. Et là, j'étais, mais genre, mais. Enfin, je connaissais pas, donc il m'a montré une vidéo. Et donc, oui, dans les cours de récré, ça parle des youtubeurs enfants, effectivement, qui se testent des jeux, qui se lancent des défis. Et je me disais, bah mince, je débarque parce que nous, à l'époque, c'était tout juste si on tapotait sur MSN. Dès qu'on a eu Facebook, c'était genre, oulala, la liberté. On était Ouais. déjà au collège. Donc, Ah là là, MSN. On est remonté trop loin. grave. Là, mais on faisait vibrer, je sais plus comment ça s'appelait d'ailleurs, quand tu sais, quand tu fais vibrer le Si, PC. attends, c'était pas des Whiz, un Des truc comme whiz ça? peut-être, ouais. Ouais, c'est ça, hein, je crois que c'était Quand on ça. faisait vibrer le PC de l'autre, on était tout contents. Et je me dis, mais attends, on était déjà collégiens, tu vois. Je Mm. m'imagine pas en primaire me lancer sur les réseaux sociaux. Et encore, enfin, au collège, je trouve que.
Non, mes premiers problèmes sur les réseaux sociaux, je crois que c'était... Non, c'était au lycée. Tu vois, au lycée, j'avais déjà eu des premiers problèmes sur les réseaux sociaux parce que finalement, le monde est quand même un peu méchant et tu te rends compte que des gens qui sont proches de toi, qui sont à l'école avec toi, et bien le soir se connectent justement pour t'envoyer des commentaires méchants sur Skyblog. C'était Skyblog à l'époque. Ah ouais. Exact, et ça faisait déjà des faux comptes. Donc, Mais non. Alors j'avoue, moi non, je suis trop innocente. J'ai pas fait ça. Ah non, mais j'ai reçu des messages sur Skyblog, laisse tomber. Bon, après, j'ai découvert que c'était une fille de ma classe, parce que Pamali, je sais plus, on avait un cours enfin, on était sur PC, et du coup, j'ai vu qu'elle elle était dessus au même moment. Enfin, je pense qu'elle s'était dit, je vais glisser encore un commentaire. Mais du coup, ouais, à l'époque, c'était déjà bien méchant. Donc, pas sûr que j'aurais réussi à passer au-delà de ça si c'était arrivé en primaire, quoi. C'est vrai que primaire, c'est tout petit encore. Alors après, je suis pas sûre qu'on ait besoin des réseaux sociaux pour vivre ce type de violence parce que, en fait, les réseaux sociaux, ça permet juste aux détracteurs de se cacher. C'est tout derrière un écran, tu vois. Mais en vrai, les enfants ont toujours été plus ou moins cruels entre eux. Moi, je sais que déjà en primaire, j'avais subi du harcèlement et c'était pas drôle. Enfin, je veux dire, c'était tout aussi, ça m'était tout aussi mal à l'aise que si je l'avais lu en commentaire. Je pense que la seule chose qui est un peu plus endommageante sur les réseaux, c'est que tu sais pas forcément qui t'insulte, tu vois. Que quand t'es à l'école ou quand t'es dehors dans la rue et que quelqu'un t'aborde, tu fais ok, je te vois, je sais qui tu es, je sais qui est, j'ai pas envie de dire mon ennemi parce que c'est un petit peu un trop grand mot, mais je sais qui est en face de moi et je suis capable de peut-être répondre à cette personne si je la connais, tu vois, ou si j'en ai les compétences, les capacités. Maintenant, franchement, j'ai vu même dans la primaire de mon fils, quand il était. Enfin, parce que là, je l'ai changé d'école, mais dans son ancienne école, franchement, je voyais des cas de harcèlement qui étaient, mais même couverts par l'école, tu vois. Parce que c'est trop prise de tête, entre guillemets, pour les enseignants, pour la direction, de vraiment mettre un terme à ça. Et je pensais que c'était que dans l'ancienne école de mon fils, mais en fait non, c'est même dans les écoles des enfants de mes amis. J'en ai parlé avec plusieurs de mes amis qui ont aussi des enfants, et certains d'entre eux se sont aussi fait harceler, ils sont en primaire. Donc, non, c'est fréquent, ouais. Moi, je sais que je l'ai vu en primaire, et effectivement, du coup, j'avais... Enfin, c'est pas vraiment aidé, mais j'avais essayé de sortir de l'isolement, en fait, une petite fille qui était battue par son papa d'ailleurs et qui était un peu laissée à l'abandon. Donc les autres se moquaient aussi d'elle, etc. Enfin, elle avait pas forcément une hygiène une hygiène corporelle irréprochable. Et donc du coup, c'est vrai que j'essayais de l'intégrer, de rester avec elle. Je sais que le midi, je la faisais venir manger à la maison parce que chez elle c'était un peu compliqué, etc. Mais quand t'es petit, tu te dis, bon, elle se fait embêter, t'as pas ce mot harcèlement. Enfin, à l'époque, j'avais pas ce mot harcèlement en tête. Et quand je suis arrivée en terminale au lycée, et là j'ai été vraiment harcelée. Mais là où je te rejoins pas forcément, c'est que j'ai trouvé que l'harcèlement en ligne était encore plus dur. Parce que quand t'es harcelé à l'école, donc j'étais harcelée à l'école, donc tu rentres chez toi tranquillement. Et en fait, tu te rends compte qu'arriver chez toi, ça ne s'arrête pas. C'est ça qui est horrible, en fait. C'est que t'as plus cette zone, tu sais, un peu safe, où t'es là, t'es chez toi, tu te mets sous la couette et tu te dis, bon, c'est bon, ça va passer, il y a mes parents, il y a ma famille, voilà, je suis en zone safe. Non, là, ça s'arrête pas. Et donc, même si les gens te disent, oui, coupe Internet, non, mais en fait, c'est plus fort que toi à un moment donné. Ouais. Tu te dis t'as envie de savoir. T'as envie de savoir. Et je me rappellerai toujours d'une amie qui était dans une autre classe, parce qu'à un moment donné j'allais plus sur Facebook, et donc il y avait un Facebook, il y avait tous les terminales, donc de toutes sections confondues, et t'as une des filles qui marquait qu'en gros elle allait me taper, quasiment tous les soirs elle marquait ça, et un jour plus précisément elle a mis une heure, et cette fille est venue me dire, écoute Sarah, sur le Facebook elle avait marqué ça,
Et effectivement, ce jour, elle est venue m'agresser. Bon, heureusement pour moi, j'ai réussi quand même à esquiver, à la pousser et tout. Elle n'est jamais plus revenue au lycée. Mais pour te dire qu'à un moment donné, tu t'essayes quand même de te déconnecter en disant, bon, j'y vais vraiment plus. Mais c'est vraiment genre, je me faisais violence, tu vois, en mode... il faut pas que tu y ailles parce que on t'invente tout et n'importe quoi et t'y arrives plus parce que la zone safe qui est chez toi, en fait, tu te rends compte que tes harceleurs, ils arrivent à rentrer jusque là, jusqu'à infiltrer ton téléphone parce que tu reçois des messages horribles. Tu supprimes, j'avais un Skyblock, j'ai supprimé parce qu'à un moment donné, en fait, tu reçois que des commentaires méchants et ça passe de tout, ça passe du pas trop le physique, mais c'était beaucoup plus moi sexualiser les choses, tu vois, alors que t'as que 17 ans encore à l'époque et du coup t'es là, on te parle de choses que tu aurais faites, moi j'ai eu des menaces de viol carrément, tu vois, j'étais là, Ah ouais. ouais, c'est parti loin et j'ai pas porté plainte et j'ai pas osé aujourd'hui, genre demain mes parents ou ma famille écoutent ce podcast, ils vont le découvrir, hein, j'ai jamais osé en parler et je pense que c'est à cause de ça. Je pense que s'il n'y avait pas eu cette notion, tu sais, sexuelle, je pense que j'aurais pas eu honte de dire écoutez, stop, il y a un problème, je me sens pas bien à l'école, il se passe ça, C'est un gros problème sociétal de toute façon, hein. Exactement. La honte qu'on ressent parce qu'on est blâmé sexuellement alors qu'on n'a absolument rien fait de base, ça c'est un autre sujet, hein. Mais concrètement, c'est quelque chose qui empêche beaucoup de personnes aussi de parler aujourd'hui. Exactement, et puis on te dit que t'as fait, on te dit qu'on va te faire aussi, du coup t'es là, tu te sens pas bien parce que tu te dis mince, même tu te dis mes parents qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, tu vois, c'est pour ça que je suis contente aussi de t'entendre dire que tu parles beaucoup avec ton fils, parce que moi je me dis peut-être qu'à l'époque j'ai pas senti cette ouverture chez mes parents, peut-être que je me suis dit si je leur dis ils vont croire que c'est vrai alors que c'est pas vrai. Aujourd'hui avec le recul je pense qu'ils m'auraient soutenue. Maintenant, à l'époque, j'ai eu peur et c'est vrai que les réseaux sociaux ont contribué à ça parce que je pense que ça n'a pas aidé. Je pense qu'il y avait quand même des petites jalousies, entre guillemets, dans le sens où j'avais une vie à côté et ça ne m'intéressait pas forcément de prêter allégeance à un groupe de personnes qui, pour moi aussi, avaient déjà des attitudes un peu borderline, étaient un peu... mépriser d'autres personnes, etc. Donc je voulais pas rentrer dans ce clan-là. Et je pense que ça a été pris comme j'étais un peu hautaine, etc. Et donc fin de première, ça avait commencé gentiment, en anonyme, en me laissant des commentaires dégueulasses sur les réseaux sociaux. Enfin, sur Skyblock, du coup. Et puis en terminale, ça s'est vraiment accéléré. Et ouais, je pense qu'à l'époque... j'aurais préféré ne pas du tout avoir de réseaux sociaux et même ne pas du tout avoir de téléphone, tu me diras. Parce que c'était compliqué. Je pense que ce monde-là, c'est une porte d'entrée chez toi, en fait, pour l'extérieur. Et tu le comprends bien tard. Non, mais je suis d'accord avec ce que tu dis. En fait, moi, ce que je disais tout à l'heure par rapport au réseau, c'est pas que c'était. Alors, je suis totalement d'accord avec toi, vraiment. Juste, le point de vue que j'ajoutais à ça, c'est que juste, même sans les réseaux sociaux, il y a déjà beaucoup de violence, tu vois. On peut déjà subir énormément de choses. Et du coup, c'est vrai que rajouter les réseaux sociaux à ça, c'est vraiment... En fait, c'est comme si tu rajoutais de l'huile sur le feu, tu vois. Ah, exactement. C'est vraiment ça. Et je disais pas que les réseaux sociaux n'étaient pas un moyen pour harceler. Je pense que c'est un des moyens les plus utilisés aujourd'hui, justement, pour harceler les gens. Je pense que le seul avantage, c'est que si tu te fais harceler en ligne, il y a des traces écrites. Ouais, Et que vrai. du coup, si tu portes plainte contre une telle personne, que tu peux prouver son identité sur les réseaux, tu as gain de cause au final, enfin si le dossier est ouvert évidemment au niveau de la justice, mais alors que voilà, si t'as pas de traces, que c'est que du harcèlement moral et que c'est que à l'école et que c'est que dans ta vie de tous les jours, que ce soit au travail ou autre, et que personne ne le voit et que tu sois la seule personne à vraiment le ressentir, le subir tous les jours, c'est pas la même chose, c'est pas le même niveau, c'est pas le même degré. Mais je pense pas qu'un harceleur va commencer par les réseaux, tu vois. En général, un harceleur, il va d'abord commencer chez toi, en te voyant, en te parlant, et puis ensuite il va
continuer sur les réseaux, tu vois. À part si t'es une personnalité publique et que du Exactement. coup, t'as des centaines de personnes qui commentent ce que tu fais, forcément, t'en as énormément qui ne te connaissent pas et qui vont forcément te juger. Mais à partir du moment où tu décides d'être une personnalité publique sur les réseaux sociaux, je pense que tu décides aussi volontairement de t'exposer à ça. Et je pense que les personnes qui sont influenceurs, quoi, créateurs de contenu, peu importe, tous ceux qui ont énormément de followers sur les réseaux, je pense que ce sont des personnes qui, j'espère en tout cas, pour la plupart, se sont préparés à ça, tu vois. Mentalement, ils se sont dit, ok, moi je sais qui je suis, j'ai envie de faire ça. Je sais qu'il y aura forcément des gens pour me juger sur ce que je fais. Il y aura forcément des gens pour me critiquer parce que ça les éclate, ils ont rien d'autre de mieux à faire dans leur vie. Et j'accepte, Mm, tu vois. mm. Ouais, Je c'est pense vrai. qu'il y a cette partie de soi qu'on est obligé de mettre en avant et de se dire, ok, c'est pas grave, moi j'accepte. Parce que je sais la personne que je suis et c'est pas quelqu'un d'autre qui va pouvoir influencer ce que je pense de moi. Mm, À mm, partir mm. du moment où cette idée, je pense, elle est claire dans ta tête, je pense que tu peux te lancer sur les réseaux et je pense que tu peux t'exposer d'un point de vue public. Mais je pense que c'est aussi pour ça que dans notre réflexion pour notre fils, on n'a pas voulu parce que quand un enfant il est en train de se construire, il a pas cette capacité en fait Mm, à comprendre et à prendre conscience de tout ce qui peut lui arriver. mm, mm, mm. Bah, Et je suis totalement ouais, d'accord avec toi parce que finalement, je me dis, même les adultes, on n'a pas eu cette conscience-là finalement. Enfin, quand je dis adulte, même adolescent ou jeune adulte. Et ouais. tu le vois aujourd'hui aussi sur pas mal d'influenceurs ou créateurs de contenu. En fait, tu vois l'avant et l'après. C'est-à-dire, tu vois le début, quand ils venaient de se lancer, et tu vois après les transformations physiques. Euh, Totalement. Tu vois les filtres. Moi, je trouve que le filtre, c'est quand même un indicateur clé. Une Mm, personne qui n'arrive pas à se snapper sans mettre un filtre, pour moi, c'est qu'il y a un problème d'image. Et, mm, je pense que si tu regardes un peu dans les commentaires, dans les machins, ou même dans ce qu'elle a pu recevoir dans sa carrière d'influenceur, créateur de contenu, euh, il va y avoir des commentaires voilà, sur le nez, sur t'es grosse, t'es ceci, t'es cela. Et je pense mm. que des fois, certaines personnes qui ne voyaient pas de problème sur eux, qui s'aimaient comme ils étaient, eh ben, ça a réussi à leur mettre des complexes parce que avant de se lancer, ils se sont peut-être pas posé la question sur ce risque. Est-ce que c'est pas un nouveau risque aussi? Je sais pas, peut-être qu'avec l'ère, là, on est quand même en plein boom des réseaux sociaux, c'est peut-être un nouveau risque, mais du coup, c'est vrai que t'as des jeunes ados, des jeunes adultes aussi qui vont chez les chirurgiens parce qu'ils veulent ressembler à leur fille, parce qu'on leur a dit que le nez était pas joli, parce qu'on leur a dit que leurs lèvres étaient pas jolies. Et je comprends tout à fait qu'on se dise qu'un enfant de 10 ans, effectivement, il doit d'abord se construire, il doit d'abord s'aimer, être fort Mm. mentalement avant de se dire ok c'est bon j'ai une bonne estime de moi Mm. et je peux maintenant aller sur les réseaux sociaux parce que ce qu'on va dire sur moi ça va me passer au-dessus c'est Ouais, mais ça, je pense pas qu'un enfant de 10 ans ait cette réflexion du tout. oui c'est Je ça pense c'est pour qu'un ça qu'il enfant de faut 10 ans, qu'ils se il a surtout construisent envie de s'amuser, tu vois, il a surtout envie de montrer des choses parce qu'il a envie d'être vu. Tu sais, il y a cette partie de toi qui te dit, ah, j'aimerais bien que les gens aiment ce que je fais. Et ça, c'est aussi un risque parce que du coup, si tu te lances que t'as pas beaucoup de gens qui aiment, t'es là, tu fais, ah, mais finalement, on m'aime pas, alors que c'est pas vrai, tu vois. Mm, mm. Et non, il y a vraiment beaucoup trop de risques en fait, il y a beaucoup trop de possibilités, de variables. Après, je pense que vraiment, moi en tant que maman, si vraiment mon fils avait insisté et m'avait dit oui, mais moi j'ai vraiment envie, je me sens vraiment de le faire et tout, et que j'avais vu qu'il s'investissait vraiment dans ce sens-là, je pense qu'il y aurait eu possibilité qu'il se crée un compte, mais dans ce cas-là, on aurait désactivé tout ce qui était commentaires par exemple, tu Mm. vois. Ouais. J'aurais juste ouvert la boîte message. J'aurais dit ok, tout le monde peut nous envoyer des messages. C'est moi qui aurais géré les messages, forcément. J'aurais pas Ouais. du tout laissé mon fils avoir accès à ce genre de messages parce que je sais pas, peut-être que certaines marques peuvent demander des placements de produits, ça peut toujours être intéressant. Mais à aucun moment j'aurais activé les commentaires sur les vidéos, sur les photos de mon enfant. Ouais. Ouais. Tu vois? Ouais. Et tu Parce vois que il y a un truc qui c'est, est excuse-moi vas-y c'est, continue. non 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 non, non, vas-y vas-y. J'allais te dire, en plus, il y a un truc qui est pas mal sur Instagram. Moi, je trouve ça très bien. C'est que, bon, tu peux masquer maintenant, tu sais, le nombre de j'aime. Et c'est bien notamment, Ah, tu vois, dans ce cas-là. Parce que c'est. Je trouve qu'il y a, il y a une course aux j'aime.
Et alors que j'aime ne définit pas forcément le fait que le contenu soit de meilleure qualité ou pas. Des fois, c'est juste une question d'algo. Donc du coup, ouais, tu aurais même pu désactiver le nombre de j'aime. Et, Ah, mais totalement. et donc lui expliquer que voilà, il ne doit pas se dire ah bah il faut que j'ai 1000 j'aime. Ça Ouais. c'était à l'époque, tu sais, tu disais bon, il faut avoir 1000 j'aime, 10 000 j'aime, etc. Là, non. Ouais. Mais C'était pas mal. ça me fait penser à mon propre Instagram public, sur mon profil public et professionnel. J'avais au début, je découvrais l'outil Reels et je me disais, mais c'est quoi ce truc? Et en fait, c'est une vraie galère à faire, Oui. franchement. Mais je me suis dit, bah, en fait, tout le monde me disait, ouais, mais c'est ça qu'il faut faire et tout. Donc, je me suis dit, bon, vas-y, on va se lancer. Et j'en ai fait quelques-unes l'année dernière. Et franchement, bon, déjà, en dehors de la prise de tête que c'est de les faire, de les monter, de les perfectionner pour qu'elles soient visibles et tout ça, euh, une fois publiées, bon, elles avaient pas forcément beaucoup de vues, il y avait pas forcément beaucoup de j'aime. Je me disais, oh, je m'en fiche parce que moi, je faisais pas ça pour les j'aime, je faisais pas ça pour les vues. Je faisais ça parce que, en vrai, je voulais m'y mettre et puis je voulais voir si ça allait m'amuser ou pas. Finalement, ça m'a pas convenu, donc j'ai arrêté. Et je me souviens que j'avais fait une reel qui était complètement vide de la moindre technicité. C'est-à-dire qu'il y a des reels que j'avais mis beaucoup de temps à tourner parce qu'il y avait des transitions, des trucs comme ça, c'était hyper difficile. Ça me prenait peut-être une après-midi entière à tourner. Et puis là, Ouais. j'en ai fait une, mais en 30 secondes. Je t'assure, franchement, c'était juste, j'avais remixé une reel de quelqu'un d'autre. C'était une fille qui avait des super longs cheveux et qui se les coupait, genre elle se faisait un carré au cou, tu vois, la nuque. Ouais. Et moi, j'adore les cheveux. Pour moi, les cheveux, c'est sacré. Je peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça. Et du coup, je m'étais filmée en réaction à cette vidéo. Et du coup, je réagissais à ce qui se passait sur la vidéo. Et je faisais une tête genre, mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Mais non, elle a pas le droit de faire ça. Tu vois. Et c'est la reel qui a eu le plus de vues. Je crois que j'ai dépassé les 11 000 ou 12 000 vues alors que je suis personne sur Instagram, tu vois. Juste parce que j'ai remixé la reel de quelqu'un et que j'ai eu des réactions idiotes à cette reel en fait, tu vois. Et c'est à ce moment-là où tu te rends compte que, bah ouais, effectivement, il y a une question d'algorithme, il y a aussi beaucoup de gens qui aiment ce genre de contenu qui est pas Exact. forcément qui est pas intelligent, tu vois, qui va pas pousser à la réflexion, qui va pas montrer un talent en particulier, juste une reel toute bête, ça fait des j'aime, ça fait des vues et en fait en fait, il faut savoir utiliser cet outil, tu vois. Exactement, ouais. Ouais. Non, mais c'est ça, il faut savoir l'utiliser, il faut savoir, voilà, il y a des chansons qui sont en tendance, donc il faut les utiliser, il y a des Mm. transitions en tendance, il y a des C'est remixes ça. à faire, c'est vrai que c'est toute une pensée, et finalement tu te dis, mais est-ce que tu postes réellement ce que tu veux poster? Puisqu'en fait, il y a un peu ce diktat là, ce truc qui te dit, il faut que tu fasses ça, tu utilises telle chanson, et il faut que tu sois sur tel, par exemple, remix de chorégraphie, etc. Mm. Donc du coup, quand tu veux un petit peu être en mode free, en mode je poste parce que j'aime poster, et j'ai envie de poster, bah tu te dis bon bah peut-être que ça va pas faire beaucoup de vues ou beaucoup de j'aime, mais en même temps je te suis sur ça, autant poster ce qu'on aime et puis le reste, hein, c'est pour moi c'est pas voilà c'est pas très grave. Instagram c'est un peu poster ce qu'on aime et moi je le vis un peu comme ça Mais t'as et raison. Je pense que les gens qui se professionnalisent dans l'utilisation de l'outil Instagram, c'est des gens qui vont vraiment vouloir en faire un métier. Je pense que c'est vraiment une profession à part entière en fait. Savoir utiliser cet outil et l'utiliser pour faire de l'argent, c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Et je pense que c'est pas un 35 heures par semaine, hein. Je pense que c'est mm, beaucoup plus d'heures passées à regarder les tendances, les appliquer à soi-même, les tourner, les monter, les publier, et surtout que la plupart des gens qui donnent des conseils pour devenir influenceurs ou qui sont influenceurs eux-mêmes et qui donnent des petits conseils de temps en temps, tu vas très souvent les entendre dire ouais, faut être constant, faut toujours publier, faut pas laisser plus de 2 3 jours sans publier quelque chose. Donc c'est vraiment c'est pas un passe-temps en fait, mm, c'est mm, mm. vraiment une carrière. Exactement. Et moi, je vois sur Instagram, c'est vrai que quand est-ce que mon compte a un peu plus décollé, c'est quand j'y étais souvent. Après, moi, je suis plus story que publication de photos. Mais quand je postais tous les jours j'avais ma petite story de vie.
Et ben oui, forcément, les gens ils sont là, ils te suivent et tout. Mm. Et en fait, c'est vrai que je me suis rendu compte quand je me suis séparée, parce que je suis restée 7 ans avec quelqu'un, et je postais notre quotidien, mais pas non plus, tu sais, pas non plus, oh j'ai cuit un œuf. Non, mais c'était un petit peu. Je sais pas, tu sors, tu postes un petit peu, tu regardes Ouais. un film qui te plaît, tu postes. Bon, il y avait quand même des limites, mais voilà, on postait pas mal nos vacances et on partait souvent et tout. Et quand je me suis séparée, je me suis sentie obligée de le dire. Parce que j'avais enlevé des photos, forcément. Donc déjà, je me suis sentie obligée Oh de le là dire. là. Ouais. Donc je me suis dit déjà, ça m'a... Franchement, j'avais une boule. Mais je me suis dit, Sarah, t'as posté quand même tous les bons moments. Et maintenant que tu te sépares, tu peux pas faire genre, hop, tu enlèves tout et puis basta cousi. Bah ouais, c'est trop Donc, tard. c'était trop tard. Donc Bah c'est ouais. là déjà je me suis dit il y avait un problème. Ça y est, c'était il y a 4 ans ou 5 ans maintenant. Donc j'ai fait ça et je t'assure que j'ai reçu, mais genre je sais pas, des centaines quand même. Hein. Franchement au moins 100 messages de réactions. Et des gens qui me disaient, donc t'avais soit que des smileys tristes, Mhm. mais t'avais d'autres, genre je sais pas, une quinzaine quand même de messages de gens que je n'avais jamais vus de ma vie qui me disait oh je suis trop triste et tout, vous formiez un beau couple et tout. Ouais. Et là j'ai cru que je sais pas, je sais pas, j'avais un blocage, ma vie à s'arrêter quoi. Je me suis dit Sarah, t'es en train de recevoir des messages de gens que tu n'as jamais vus, Mm. que tu ne connais pas et qui se sont projetés sur ta vie. Et c'est pour ça Bah oui. qu'aujourd'hui maintenant avec un enfant, j'ai un peu du mal à l'intégrer dans mes stories, même sur Facebook. Hein. Pourtant, mon Facebook, il est personnel. J'ai du mal. Genre, il y a une photo d'elle, elle est dans mes bras, on voit pas son visage. Parce que, bah, en fait, je me dis, une relation amoureuse, ça s'arrête. Mais ton lien avec ton enfant, il s'arrête jamais. Et est-ce que tu as envie de laisser des étrangers, en fait, s'immiscer, en fait, finalement, dans cette relation-là, dans ta famille, en fait. Et du coup, je suis partagée, parce que des fois, je me dis, oui, mais ça pourrait être cool, parce que c'est vrai qu'elle est toujours là, donc voilà. Mais d'un autre côté, je me dis aussi, au-delà du consentement, il y a ce côté aussi, je veux que ma vie, elle m'appartienne, et je veux que sa vie lui appartienne. Donc, est-ce que l'intégrer finalement dans mon Instagram, c'est pas aussi lui donner un peu, tu vois, enfin, donner aux gens un regard sur sa vie. Demain, elle va grossir. Est-ce que, je sais pas, j'ai posté une photo, Ouais. elle est un peu boulotte sur la photo. Enfin, je dis boulotte, Tout va être scruté, ouais. c'est Tout va être affectueux, hein, c'est scruté, pas. commenté, critiqué. Non, mais Et- c'est complètement ça. Je pense que déjà, ce Exactement. que tu faisais avec ton ex, c'était déjà que en fait, votre couple était devenu un produit, tu vois. Exactement. Et tu vois, c'était l'époque où il n'y avait pas encore, tu vois, tous ces hashtags, parce qu'aujourd'hui je le vois, maintenant il y a les hashtags couple goal, tu vois. Il n'y avait pas Ah oui. encore tout ça. Nous, on faisait ça parce que moi, c'était. Finalement, je sais pas si je comblais même pas peut-être un vide, parce qu'il travaillait quand même beaucoup. Et du coup, ça m'amusait, tu vois, c'était. Tu racontes un peu ta vie, t'es là, tu fais tes petites stories et tout. Et c'est vrai que t'as ce moment où des fois t'es un peu toute seule et tu te dis, ah, c'est cool, je vais partager, mais tu te rends pas compte que tu as tellement partagé, même pour le coup sans donner de lien, enfin de Mm. lien, sans donner d'informations sur toi, que les gens sont avec toi. Et pour la petite histoire, tu vois, il y a même une nana, une fois, dans le bus où j'habitais avant, donc j'habite toujours dans le 92, mais dans une autre ville du 92, qui m'avait reconnue. Et elle m'a envoyé un message sur Instagram en me disant, ah, je t'ai vu dans le bus et tout, t'es habillée comme ci, comme ça, là, là, et tout. Je te jure, C'est en mode flippant. psycho. Pardon. Et je te jure, et je lui ai dit, mais pourquoi t'es pas venue me voir? Elle me dit, j'ai pas osé. Je lui ai dit, non, mais là, du coup, en fait, ça te fait un ascendant sur moi, parce que toi, tu me décris, tu m'as vu, mais moi, Waouh. je t'ai pas vu. C'est bizarre, en fait. Non, c'est hyper flippant. En C'est plus, je trouve que ce genre de comportement, il est un petit peu malsain parce qu'en vrai, si t'as pas de mauvaises intentions, il y a aucun mal à aller dire bonjour à la personne, à lui dire bah je t'ai reconnu, tu exactement. vois. Alors que Exactement. si tu le fais comme ça sur les réseaux, tu lui dis ouais, je t'ai envoyé comme un stalker un peu, tu vois, quelqu'un qui est là, qui te suit et tout. Non, franchement, enfin, on est déjà assez exposé comme ça sur les réseaux. Si en plus les gens n'ont même plus
cet instinct, ce naturel de venir vers toi pour te dire bonjour, franchement, c'est chaud. Exactement. Et Ça, c'est ça bizarre en parce que dit tu long, sais, là. ça fait un petit peu. Moi, je lui ai dit, t'as un ascendant sur moi. Donc finalement, on m'avait recroisé une deuxième fois, toujours pas, elle est pas venue, mais la troisième fois, elle a quand même osé venir. Enfin, on a fait un pas vers l'autre parce que j'ai vu une nana qui me regarde fixement dans le bus. Et je prenais globalement le même bus. Et donc, du coup, j'ai fait, bon, ok, ça doit être elle. Et C'est voilà, toi, quoi. je t'ai repéré. Et on a fait un bout de trajet ensemble, mais après, j'ai vite stoppé parce que je trouvais qu'elle était un peu intrusif. Je sais pas si elle nous écoute, mais désolée, mais t'es un peu intrusive. Donc j'ai un Voilà, peu stoppé, ça c'est voilà, fait. ça c'est fait. Et je me suis un peu éloignée. Mais tu vois, ouais, c'est ce côté, tu vois, sur les enfants, c'est ce dont j'ai peur aussi, tu vois. Je pense que les gens se projettent trop. Tu vois, ils savent pas regarder un truc, genre se dire, oh, elle est là, avec sa fille, elle se balade, sans se dire, ah, elle est là avec sa fille, elle se balade et j'ai envie j'aimerais bien avoir la même vie qu'elle. Ils idéalisent aussi beaucoup la vie. Et ouais, moi j'ai cette crainte-là, même si des fois je suis un peu mitigée parce que des fois je me dis, ouais, tant qu'on voit pas trop son visage, si on l'entend et tout, c'est pas très grave. Ou si on la voit de loin, c'est pas très grave. Mais je me dis quand même, ça donne une habitude et après. Les gens ils veulent toujours en savoir plus, je sais pas. Après, je pense que tu parlais d'idéalisation. Je pense que les gens sont obligés d'idéaliser. Parce que quand tu es sur les réseaux, quand tu décides de montrer des parties de ta vie, tu vas pas montrer les mauvaises parties, tu vois. En général, tu vas Oui, montrer c'est ce vrai. qui va bien, tu vas montrer ce qui est beau. Donc les gens vont pas se dire, ah, cette personne-là elle a des problèmes. C'est pas quelque chose qui va te traverser l'esprit quand tu vas regarder les stories ou les reels de quelqu'un, parce que pour toi c'est, oh, cette personne est belle sur la photo, parce que tu vas jamais publier une photo de toi dégueulasse, tu vois. Je veux dire, c'est la base. Je veux dire, à part certaines peut-être personnes qui ont vraiment beaucoup de notoriété, qui vont se dire oh bah moi je m'en fiche, en fait j'ai la tête que j'ai, tu vois. Je pense notamment à des artistes comme Camille Lelouch, Inès Reg, qui Ouais. s'en fichent complètement, tu vois. Elles sont pas maquillées, elles s'en fichent, mais c'est parce que elles ont aussi créé leur personnage public à partir de ça, tu vois, en disant Ouais. moi je m'en fiche de ce que tu penses de moi, tu peux penser ce que je veux, c'est pas à toi de me dire qui je suis, en fait. C'est des femmes qui ont pas eu peur de se lancer là-dedans et de le dire et de l'affirmer, en fait, tu vois. Mm. Donc forcément, tu vas avoir des publications où elles sont grave belles gosses, tu vas avoir des publications où elles sont... elles viennent de se réveiller, les sœurs, tu vois. Forcément, t'as un petit peu, tu vois un petit peu tout leur visage, mais tu sais que cette femme peut être belle, tu sais que cette femme peut avoir une tête pas maquillée, pas coiffée, qu'elle peut même avoir des cernes, parce qu'elles vont décider d'elles-mêmes de partager ça avec les gens. Tu vois, et Ouais. elles vont l'assumer totalement. Alors que la plupart des comptes, je pense notamment aux influenceurs, les influenceurs, eux, ils ont besoin, tu vois, de montrer que tout va bien, parce que c'est leur fonds de commerce, en fait. C'est leur business. Ouais. C'est je Ouais. vous vends du rêve. Je vous vends ma vie, mais je vous vends du rêve. Ouais. Ouais, je vous vends ma vie version Disney. C'est ça. Et en fait, les seuls problèmes qu'ils vont exposer, c'est par exemple, je sais pas, admettons, tu vois, je sais pas, j'ai jamais regardé ce genre d'émission, mais je sais que par exemple, quand ils font des téléréalités sur leur propre vie, ça va montrer les disputes, parce que les disputes, ça fait du buzz. Ça va montrer, oh, machine, elle est malade, parce que tout le monde va compatir à une maladie, tu vois. Mm. C'est ce genre de choses qui, en fait, ils vont vraiment, comme je te dis tout à l'heure, en fait, ta vie devient un produit, les gens de ta vie deviennent un produit. Et du coup, tout ce que tu mets en avant, ça doit être mis en avant comme un produit de marketing, en fait. Tu vas faire du design, tu vas faire du marketing sur ta propre vie et tu vas la vendre comme ça. Ouais. Mais tu vois, ce qui est dommage aujourd'hui, c'est que tu vois, quand tu dis, mais en fait, c'est vrai qu'ils montrent enfin, leur vie, enfin, toute leur vie, mais version un peu améliorée, ils vendent du rêve. C'est vrai, mais tellement que c'est parfois au détriment de leurs enfants. Quand ils postent leurs enfants, je trouve, euh,
pour montrer par exemple qu'ils sont des parents parfaits, ça va être, bah, tu vois le gamin qui est en train de pleurer, qui a limite la crotte de nez qui coule et tout, et c'est le filmer et lui dire oh mon pauvre chou il est malade et tout. Enfin je sais pas, moi ma première réaction c'est quand même de prendre mon enfant, de le réconforter, de lui moucher le nez, etc. Et donc en fait tu vois qu'il y a tout le cheminement où tu te dis bon à ce moment-là je pense qu'il n'a pas besoin que le téléphone soit braqué sur lui, il n'a pas besoin d'apparaître lui dans cette situation-là, il a juste besoin d'un câlin et d'être mouché. Ça va être voilà montrer aussi souvent ça va être ça, hein, les montrer malades ou dans des situations où t'as pas forcément envie d'apparaître quoi, sur le pot, dans le bain. Oh mon Dieu. Donc du coup tu vois c'est toujours pour eux se dire ah bah oui je passe un moment avec mon enfant, je suis quelqu'un de bien. Regardez il est dans le bain. Oui ok. Mais il est dans le bain et il a peut-être besoin juste de son intimité, de jouer dans son bain et pas forcément que tu mitrailles. Et c'est vrai qu'aujourd'hui tu vois que ils ont finalement un peu grandi avec nous parce qu'à l'époque bah, on était plus jeunes, ils étaient aussi jeunes et c'était plus leurs histoires d'amour, etc. Donc ils nous vendaient du rêve avec entre guillemets les couples Gaulle, donc qui se font, qui se défont, etc. Maintenant on avance aussi et donc ils avancent aussi et du coup c'est avec les enfants, mais je trouve que du coup ils n'ont pas cette il n'y a pas cette tendance à se dire oui on veut montrer des enfants parfaits, propres sur eux, etc. À part en photo, parce que c'est vrai qu'en photo c'est souvent des looks assez sympas et toujours bien habillés, propres sur eux, mais c'est plutôt je trouve dans le côté un petit peu scène de vie. Tu vois, ça viendrait pas à l'esprit, j'espère pour eux, ça leur viendrait pas à l'esprit de se snapper en train de vomir ou de faire caca aux toilettes. Pourtant, ça leur vient à l'esprit. C'est moins mignon quand c'est un adulte quand même. Hein. Exactement. Par contre, ça leur vient à l'esprit de snapper le petit sur le pot. T'as envie de dire, mais tu sais, ton petit sur le pot, il a peut-être envie d'être tranquille comme tout individu qui est en train de faire ses besoins. Et c'est là où je trouve que du coup c'est un peu dommage parce que l'enfant est devenu un peu un faire-valoir en fait, un truc où tu te dis bon bah ok j'ai un enfant, je veux montrer à tout le monde que je suis une bonne mère et que je suis là avec lui pour les bons moments et en plus je vais vous donner des bons moments comme ça par procuration vous allez pouvoir vivre ce que c'est que les premiers pas, le premier pot, la varicelle, les gastro, allez-y on est tout ensemble et là c'est vrai que c'est un peu moins mignon, mais je trouve que c'est beaucoup plus effectivement sur des créateurs de contenu ou des influenceurs que sur des gens classiques, tu vois. Ou peut-être que ça existait avant sur Facebook, je me rends pas compte. Est-ce que sur Facebook il y avait des gens qui publiaient le premier caca des enfants? Alors non, personnellement, je n'ai pas publié le premier caca de mon fils. Ça ne m'a pas paru assez intéressant. Je veux dire, je pense que même mes amis m'auraient dit mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui t'arrive? Alors après, moi franchement, comme je t'ai dit tout à l'heure, je vais peut-être me répéter, mais je pense que c'est vraiment que quand ta vie devient un produit et que t'as décidé que toute ta famille y serait dedans, bah du coup t'es obligé de tout mettre en scène. Je pense qu'il y a beaucoup de mise en scène dans ce qu'ils filment. Dans ce qu'ils partagent. Je suis d'accord avec toi sur le fait que je trouve ça dommage de filmer l'enfant en train de pleurer s'il n'est pas dans tes bras à ce moment-là. Enfin, tu vois, à la limite, si tu as envie de le faire, bah, prends-le dans tes bras déjà, tu vois, et puis mouche-le en live, tu vois, montre que tu t'en occupes, pas juste que tu es en train de le filmer en train de pleurer. C'est dommage de se distancier comme ça de son enfant. Maintenant, c'est vrai que moi, c'est pas quelque chose... Enfin, je sais que si j'arrive vers mon fils qu'il est en train de pleurer et que je le filme, concrètement il va me faire ouais tu fais quoi là, il va m'embrouiller en fait, il va me faire t'es sérieuse là s'il te plaît laisse-moi pleurer en paix. C'est ça. Et puis non et puis même je pense qu'il y a... bon après lui il est grand mais même petit je pense que en grandissant s'il voit ce genre de vidéo tu vois il va grandir, il va voir cette vidéo, il va faire mais attends mais pourquoi t'as fait ça? Et en fait moi je vois pas comment, la seule chose qui me dérange là-dedans c'est que je vois pas comment le parent peut justifier à son enfant qu'il est filmé à ce moment-là en fait. Tu vois, je me dis qu'est-ce qu'il va te dire le parent à ce moment-là? C'est-à-dire que tous les gens qui font ça aujourd'hui, leur enfant, il est petit, d'accord? Il va grandir avec les réseaux sociaux, forcément, on l'a mis dedans. Et du coup, quand il va arriver vers l'âge de 10, 11, 12 ans, qu'il va commencer à justement se créer sa propre identité et à dire bah moi je veux être comme ci, moi je veux être comme ça, il va retrouver ses publications, il va faire mais tu peux m'expliquer?
Et puis moi, je me dis, Exactement. bah, le parent, qu'est-ce qu'il va lui sortir, tu vois? Qu'est-ce qu'il va pouvoir lui expliquer à ce moment-là? Bah écoute, fallait que je fasse du buzz, fallait que je fasse des vues. Enfin, tu vois, c'est pas une justification qui va rassurer ton enfant, en fait. Exact. Mais tu vois, il y a un truc, un problème de société où je me dis, est-ce que finalement, parce que là, tout à l'heure, on a beaucoup distingué les créateurs de contenu, les influenceurs, Mm. on va dire, de la personne classique. Mais est-ce Ouais. que finalement, avec l'ère Instagram, Snapchat, TikTok, tout le monde n'est pas devenu un créateur de contenu? Parce que finalement, ce problème, il concerne aussi les gens, en fait. Enfin, les gens, ceux Si, qui ont si. 500 abonnés et qui n'ont pas de rémunération derrière. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, partager sa vie, c'est devenu ouais, banal, limite. Mm. Ouais, c'est Et devenu une normalité, non, quoi. une Mm. normalité. Ouais. Et je pense qu'à un moment donné, il faudrait un petit peu que le législateur, du coup, mette un petit peu son nez dedans. Parce que c'est vrai que, enfin, moi, de mon point de vue, hein, je trouve que c'est pas normal d'avoir certains enfants qui sont autant exposés et qui sont autant filmés, quoi. T'as des enfants, c'est vrai que tu les vois souvent aussi dans des vidéos, dans des machins. Et je me dis, mais à quel moment, en fait, s'arrête à quel moment ça s'arrête? Donc ça, c'est pour les gens, on va dire, entre guillemets, classiques. Et pour les créateurs de contenu, à quel moment on peut considérer que c'est un peu comme du travail, en fait? Parce que pour eux, c'est du travail. Donc pourquoi ton enfant, en fait, qui est dans ta vidéo, il est pas soumis aux mêmes règles, par exemple, qu'un enfant qui tourne une publicité? Pourquoi on ne devrait pas dire à ces gens-là, écoute, je sais pas, moi, le samedi ou le dimanche, ton enfant, tu ne peux pas le faire apparaître dans tes stories? Parce que c'est son travail, Bah, on va te dire, finalement. mais attends, c'est justement le samedi et le dimanche que qu'il se passe des choses. Non, Non, mais tu après, vois, le temps de... Pourquoi il n'y a pas un temps mm, de... où la alors pour caméra, avoir justement, elle s'arrête? Alors moi pour avoir mis justement mon fils en agence publicité. Alors c'était une agence de publicité mais qui nous avait aussi de temps en temps proposé des castings pour des films, tu vois. Donc des fois il y avait vraiment des castings avec des scènes et tout. Euh, Quand avant de signer le contrat, on nous a quand même expliqué que il y avait une législation pardon hyper présente et hyper forte en France par rapport aux droits des enfants dans le travail Mhm. artistique et que voilà, les enfants n'avaient pas le droit de tourner plus de je ne sais combien d'heures par journée. Je crois que c'était 3 4 heures d'affilée, un truc comme ça. Donc il y a quand même une législation qui existe quand tu fais travailler ton enfant pour un réseau social, je pense aussi, hein, ça doit rentrer dedans, parce que ça rentre dans le domaine artistique, en fait, au final. Les influenceurs ont eux aussi des agents artistiques aujourd'hui. Donc, enfin, ils ont des agents d'influenceurs hein, qui sont spécialisés dedans. Mais du coup, je pense qu'il y a une législation qui est déjà présente, qui existe déjà et qui fait déjà acte d'autorité. Maintenant, quand c'est pas rémunéré et quand c'est personnel, que c'est familial, bah, j'ai envie de te dire, c'est aux parents de peut-être réfléchir un petit peu plus. C'est peut-être aux parents de se dire, est-ce que ce que je fais, c'est vraiment bien pour mon enfant? Est-ce que je suis dans mon droit quand je fais ça? Et si je suis dans mon droit, jusqu'à quel point je le suis? Et est-ce que je remplis vraiment mon rôle de parent quand j'expose l'intimité de mon enfant? Mm, Voilà. mm, Mais ça, mm, c'est des questions qu'on ne peut pas, auxquelles on est les seuls à pouvoir répondre. Il y a des parents qui vont me dire oui, il y a des parents qui vont me dire non. Il y a des parents qui n'auront pas de limite, il y en aura qui en auront des beaucoup plus strictes. Et je pense que on peut pas vraiment juger parce que chacun a son histoire, chacun a un vécu différent, et forcément, tu vas grandir. En fonction de ça, tu vois, toi par exemple tout à l'heure tu me disais ouais à l'époque je me voyais peut-être pas parler à mes parents de ça. Aujourd'hui je me dis qu'en fait ils m'auraient soutenu parce que t'as grandi, t'es devenu adulte, t'as ta propre famille toi aussi aujourd'hui. Et je mm, pense que mm. tu te dis bah si ma fille lui arrive quelque chose de similaire à ce qui m'est arrivé à moi, j'aimerais qu'elle ait ce naturel et qu'elle ait cet instinct de venir me parler de ça en fait. Ouais, ouais, exact. Et je te rejoins là-dessus parce que moi aussi à l'époque quand j'étais adolescente, c'est vrai que bon, il m'est arrivé d'autres choses. Je sais pas aller aussi loin que toi, heureusement, mais il m'est arrivé d'autres choses aussi. J'ai déjà eu des conflits, je me suis posé beaucoup de questions, et c'est vrai qu'ayant grandi avec des parents de culture arabe,
il y a énormément de tabous dans la maison, il y a énormément de choses, énormément de sujets que tu ne peux pas aborder. Et même si tu essayes de les aborder, tu les abordes pas de la même façon. Tes parents ne vont pas tenir le même discours et ils vont pas forcément t'aider. Parce que Mhm. sur le moment, même s'ils essaient de t'aider, tu vas peut-être pas comprendre ce qu'ils sont en train de te dire. Tu vois? Mhm. Et Ouais. c'est aussi en réaction à ça que j'ai adapté moi mon éducation à mon fils parce que j'ai aimé l'éducation que mes parents m'ont donnée, mais il y a certaines choses, il y a certaines lacunes que du coup j'essaie de combler aujourd'hui et que je me dis bah voilà, moi j'aurais aimé avoir assez confiance en moi pour me dire bah vas-y, je vais parler à mes parents de ça parce qu'en fait ça me concerne et que bah mes parents c'est leur rôle de me protéger, tu vois. Ouais, ouais, Et, ouais. et je dis pas que mes parents l'auraient pas fait si je leur en avais parlé, hein. Je pense qu'ils l'auraient fait, je pense qu'ils m'auraient protégé. Mes parents m'ont protégé sur beaucoup de choses, mais du coup, je me dis, c'est dommage parce que j'aurais pu faire les choses autrement. Et du coup, j'ai pas envie que ça arrive à mon fils. Lui, il grandit dans une génération où c'est encore pire, parce que du coup, il y a les réseaux sociaux qui sont beaucoup plus démocratisés, il y a beaucoup plus d'enfants de familles différentes. Et les parents aujourd'hui, il y a des mamans qui ont 16 ans, il y a des mamans qui ont 25 ans, il y a des mamans qui en ont 35, 40. Euh, on n'éduque pas toutes nos enfants pareil parce qu'on n'est pas toutes de la même génération. Moi, je vois, j'ai des amis qui sont plus jeunes que moi, qui ont eu des enfants très très jeunes aussi, et qui vont sans aucun problème snapper leurs enfants avec elles. On écoute de la musique, on danse ensemble, et c'est très mignon quand c'est juste les amis qui le regardent. Mais elles ouvrent ces snaps à d'autres personnes qui ne font pas partie de leur famille. Et je peux pas les juger parce que c'est leur génération, c'est leur choix, elles font ce qu'elles veulent. Mais par contre, quand c'est des amis assez proches, je prends la liberté de leur dire attention, est-ce que tu penses que ces personnes-là ont besoin de voir ça? Tu vois, Mhm. est-ce que tu ressens pas un petit danger pour tes enfants? Même si tu montres pas où tu habites, même si tu montres pas où tu vas, des fois tu fais des snaps, tu mets, je sais pas, tu te localises, tu vois. On vous laisse avec la première partie de ce podcast qui était très intéressant et j'espère qu'on vous a mis l'eau à la bouche. On se retrouve demain pour l'épisode numéro 2 et ensuite après-demain pour le 3. Si vous êtes satisfait de cet épisode, n'hésitez pas à le liker et à le partager à vos proches, c'est gratuit. Si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez aussi vous abonner. On se retrouve très vite sur la Pause Cast, la chaîne podcast de votre mag préféré.